Vous cherchez des réponses claires sur votre avenir? Amour, carrière, chemin de vie? Aline, voyante privée, vous guide avec honnêteté et bienveillance. Profitez de 10 minutes de voyance offerte en appelant maintenant le 01 75 75 43 37. C'est le 01 75 75 43 37. Le lien pour accéder au site se trouve dans la description. Cliquez sur Voyance sans CB, 24 heures sur 24, sans attente. Éclairons votre avenir. Bienvenue à notre échange. Nous nous penchons aujourd'hui sur un phénomène qui a pris une ampleur considérable avec Internet, la voyance dite gratuite. Pour beaucoup, c'est vrai, c'est une porte d'entrée vers des réponses ou un soutien, mais bon, face à une offre si vaste, si disparate, la question c'est comment naviguer entre opportunités et mirages. La question centrale qui va animer notre discussion est donc celle-ci. La voyance gratuite en ligne est-elle une réelle possibilité d'accéder à des éclaircissements personnels de manière accessible, ou représente-t-elle avant tout un terrain glissant où les risques d'arnaque et de manipulation prédominent? Notre analyse, elle va se fonder sur les pratiques qu'on observe dans ce secteur. De mon côté, je défendrai l'idée qu'une guidance de qualité, oui, même gratuite, est trouvable en ligne, pour peu qu'on fasse preuve de discernement et qu'on adopte une démarche, disons, critique et informée. Mhm. Et pour ma part, je mettrai plutôt l'accent sur les dangers. Oui, les dangers inhérents à ce modèle. La difficulté est quasi insurmontable, selon moi, de vérifier la fiabilité des praticiens. Et puis, surtout, le potentiel d'exploitation que la notion même de gratuité engendre dans ce domaine si particulier. Alors, mon point de vue, c'est suivant. Utilisée avec discernement, la voyance gratuite en ligne, elle peut constituer une première approche, oui, un outil ponctuel d'introspection ou de conseil. Il ne s'agit pas de nier les risques, bien sûr, mais de souligner qu'il existe des moyens de les minimiser. Comment? En se basant sur des critères d'évaluation objectifs. La transparence du praticien, ça c'est un premier filtre essentiel. Un profil détaillé avec une biographie claire, l'indication des années d'expérience, les spécialisations revendiquées, que ce soit le tarot, la numérologie, l'astrologie. Même si les certifications dans ce domaine, on le sait, ne sont pas standardisées, le fait d'en mentionner, ça montre quand même une certaine démarche. Ensuite, il y a l'analyse des retours clients. Rechercher des avis qui semblent authentiques, c'est-à-dire détaillés, nuancés, datés, plutôt que des louanges génériques un peu suspectes, quoi. L'éthique du praticien est aussi un marqueur important. Est-ce qu'il refuse de faire des prédictions sur la santé ou la mort? Est-ce qu'il respecte le libre arbitre? Est-ce qu'il évite les discours alarmistes conçus pour effrayer? La diversité des supports, plateformes généralistes, sites d'indépendants, applications, chats, emails, offre une grande accessibilité. Et certains praticiens sérieux peuvent légitimement proposer une offre d'appel gratuite quelques minutes, une question, pour permettre au consultant de se faire une idée. Enfin, la préparation du consultant est clé. Avoir des questions claires, un état d'esprit ouvert mais vigilant, ça change vraiment la donne. Je comprends l'idée de chercher des critères, bien sûr, mais mon analyse m'amène à une conclusion assez différente. L'attrait du gratuit, c'est une arme marketing redoutable, et dans le domaine de la voyance en ligne, elle est à mon sens massivement utilisée comme un leurre par des acteurs peu scrupuleux. Le risque d'arnaque n'est pas une simple éventualité, pour moi il est structurellement intégré au modèle. Les techniques de manipulation psychologique sont légion. La plus connue, c'est sans doute la lecture à froid. Cet art de délivrer des énoncés suffisamment vagues ou universels pour qu'ils semblent personnalisés alors qu'en fait, ils pourraient s'appliquer à n'importe qui. Un praticien habile observe les réactions, même minimes, un hochement de tête, une intonation, et il ajuste son discours en temps réel pour créer une illusion de connexion profonde. À ça s'ajoute la flatterie excessive pour endormir la méfiance, la création d'un faux sentiment d'urgence, ah là là, il faut agir vite, ou encore, et ça c'est particulièrement pernicieux, les prédictions anxiogènes. Annoncer des malheurs imminents, des blocages ou des malédictions, c'est un classique, pour ensuite proposer contre paiement, bien sûr, la solution miracle, un rituel coûteux, un objet prétendument protecteur. Et comment vérifier les compétences réelles? C'est là toute la difficulté. Les témoignages peuvent être fabriqués de toutes pièces, les profils embellis ou même carrément inventés. La transparence affichée n'est parfois qu'un décor bien monté, quoi.
Le schéma classique, c'est souvent celui d'une première consultation gratuite qui débouche très vite, sur des demandes financières pressantes pour des services complémentaires ou urgents. Et les plateformes les moins régulées, comme certains forums ou réseaux sociaux, deviennent alors des terrains de chasse idéaux pour ces pratiques. Vous pointez des dérives qui sont réelles, et la prudence est de mise, j'en conviens tout à fait. Toutefois, je crois qu'il ne faut pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Des outils de vérification existent pour l'utilisateur averti. Il s'agit de rechercher la cohérence et la crédibilité sur la durée. Un praticien sérieux aura tendance à avoir une présence en ligne construite, un site web professionnel, peut-être des articles de blog ou des vidéos où il partage son approche, une inscription sur des plateformes reconnues qui appliquent, même si c'est imparfaitement, des filtres. Ces grandes plateformes, justement, bien qu'hétérogènes, proposent souvent des systèmes de notation, des avis clients vérifiés, parfois des chartes de déontologie et un service client en cas de problème. Bien sûr, il faut lire ces avis avec un œil critique, chercher les détails concrets sur le déroulement de la consultation, la pertinence des conseils, pas juste un « c'était génial ». L'affichage de certification, même non officielle, ou d'une appartenance à une association professionnelle, peut aussi être un indice. Ce n'est pas une garantie absolue, mais un signe d'engagement dans une démarche de qualité. La clarté des conditions de l'offre gratuite est également à examiner. Est-ce que c'est vraiment sans engagement ? Ça, c'est une question importante. Oui, mais c'est là où nos points de vue divergent fondamentalement, je crois. C'est sur l'efficacité réelle de ces outils de vérification face à la sophistication de certaines pratiques. Vous parlez de cohérence en ligne, mais à l'heure actuelle, fabriquer une présence en ligne crédible techniquement, c'est assez simple et peu coûteux. Un site web léché, des faux témoignages achetés en masse, des photos de banque d'images, tout ça peut créer une illusion de professionnalisme. Comment distinguer un vrai profil d'un faux bien construit? C'est très difficile. Quant aux systèmes de notation sur les plateformes, oui, ils sont utiles certes, mais ils peuvent être manipulés. Et même sans manipulation directe, la nature subjective de l'expérience de voyance rend l'évaluation compliquée. Ce qu'une personne perçoit comme une révélation peut n'être pour un observateur extérieur qu'une habile lecture à froid. Vous mentionnez les chartes de qualité. Oui, Mais concrètement, comment un utilisateur peut-il vérifier l'application réelle de cette charte par la plateforme sur chaque praticien listé ? Le modèle économique de ces plateformes repose souvent sur le volume, du coup, le contrôle peut rester superficiel. Un individu mal intentionné peut facilement passer entre les mailles du filet, le temps de nuire à quelques personnes avant d'être éventuellement signalé. La vigilance individuelle, que vous prônez à juste titre, elle se heurte à des techniques conçues précisément pour la contourner en jouant sur l'émotionnel et le besoin de croire. C'est ça le cœur du problème. d'accord, admettons que la vérification soit complexe, jamais infaillible. Cependant, ne sous-estimons pas la valeur que peut apporter la diversité des plateformes et des formats disponibles justement pour s'adapter à différents besoins et niveaux de prudence. Les grandes plateformes généralistes, malgré leurs défauts, elles offrent un comparatif. Elles permettent de voir un large éventail de profils, de spécialités, d'approches tarifaires, même si on parle de gratuit au départ, et les systèmes de notation, si on les prend avec du recul, donnent une première orientation. À l'opposé, les praticiens indépendants, via leur propre site, peuvent offrir une relation plus personnalisée. On peut souvent y trouver du contenu gratuit de qualité, des articles, des vidéos, des méditations guidées qui témoignent d'une réelle expertise ou d'une passion pour le partage. Et ça permet de mieux cerner la personne avant un éventuel contact. Quant au format, ils ont chacun leur spécificité. Le chat peut convenir pour une question rapide, dans l'immédiateté et la discrétion, avec l'avantage de garder une trace écrite. L'email permet une formulation plus posée, une réflexion plus approfondie, tant pour le consultant que pour le praticien. Le téléphone ajoute une dimension vocale, humaine, qui est importante pour certains. Et la vidéo, qui se développe, offre une proximité encore accrue. Cette variété permet au consultant de choisir ce qui lui convient le mieux, finalement. Cette variété que vous présentez comme un avantage, moi je la vois aussi comme une source de confusion et, disons, d'inégalité dans la qualité. Sur les grandes plateformes, cette hétérogénéité, comme vous dites, signifie que le meilleur peut côtoyer le pire. Et comment un novice peut-il faire le tri efficacement, surtout avec l'appât du gratuit ? Pour les indépendants, le manque de structure et de recours en cas de problème est un inconvénient majeur. Si vous tombez sur un charlatan isolé, vers qui vous tournez ? C'est vrai que c'est un point. Concernant les formats, l'immédiateté du chat ou des applications me semble souvent synonyme de superficialité. Quelle profondeur d'analyse peut-on réellement attendre d'un échange de quelques lignes gratuites, souvent menées à la va-vite ? L'email, s'il permet la réflexion, donne aussi tout le temps aux praticiens peu scrupuleux de peaufiner une réponse manipulatrice en utilisant des informations glanées sur le consultant.
Et vous avez mentionné les réseaux sociaux et forums. Là, franchement, le manque de modération et de vérification est criant. C'est souvent la porte ouverte aux arnaques les plus grossières, aux promesses les plus délirantes. La question fondamentale reste, pour moi, quelle guidance authentique et personnalisée peut-on espérer d'un service gratuit, par définition limité en temps ou en portée, et dont l'objectif premier est dans la majorité des cas de convertir l'utilisateur en client payant. La gratuité n'est-elle pas ici l'antichambre quasi systématique de la transaction? Justement, concernant la nature même du gratuit, je pense qu'il faut nuancer. Oui, une partie des offres gratuites relève purement de la stratégie marketing, du produit d'appel, c'est indéniable. Mais peut-on affirmer que toutes les offres gratuites cachent une intention mercantile immédiate à chaud? Je ne crois pas. Les quelques minutes d'appel offertes, la première question par email ou même un tirage de tarot automatisé sur une application peuvent être vus comme des échantillons, en quelque sorte. Ils permettent au consultant de tester l'interface, de sentir si le style du praticien lui convient, d'avoir un premier aperçu sans sortir sa carte bancaire. C'est une forme d'évaluation préliminaire légitime. Par ailleurs, il existe des praticiens passionnés qui partagent généreusement leur savoir, via des blogs, des vidéos éducatives, des lives interactifs sur les réseaux sociaux. Ce contenu gratuit est souvent de grande qualité et ne vise pas forcément à ferrer le client à tout prix, mais plutôt à partager une passion, à construire une communauté, à éduquer. Pour des questions très ponctuelles ou pour simplement découvrir une approche, ces offres gratuites peuvent avoir leur utilité, sans qu'il y ait nécessairement pression pour passer immédiatement au payant. Je reste sceptique face à cet optimisme s'inservant. Dans l'écosystème commercial qui est devenu une grande partie de la voyance en ligne, le gratuit est rarement un acte désintéressé. C'est avant tout une technique de lead generation, comme on dit, de collecte de prospects. Le but premier est d'obtenir des informations de contact, email, numéro de téléphone, et de créer une interaction initiale pour ensuite enclencher le processus de vente. Considérez la psychologie derrière ça. Une fois que vous avez reçu quelque chose, gratuitement, même une simple écoute ou une réponse vague mais formulée de manière rassurante, le principe de réciprocité peut s'enclencher. Vous vous sentez inconsciemment un peu redevable, ou du moins plus ouvert à la proposition suivante, qui sera, elle, payante. La pression pour convertir n'est pas toujours agressivement directe, elle peut être subtile. Ah, pour approfondir ce point crucial, une consultation complète serait nécessaire. Ou j'ai détecté un blocage important qu'il faudrait lever rapidement. On joue sur l'espoir, l'inquiétude, la curiosité que la consultation gratuite a réussi à susciter. Quant aux contenus gratuits type blogs ou vidéos, s'ils peuvent être intéressants, ils servent aussi une stratégie de marque et de notoriété qui, in fine, a un objectif commercial. Faut pas se leurrer. Et les tirages automatisés? Franchement, c'est du divertissement standardisé, très très loin d'une guidance personnalisée. Le modèle économique dominant repose sur la conversion du gratuit vers le payant. C'est comme ça. Oui, il est clair que la navigation dans cet univers demande une grande part de responsabilité de la part de l'utilisateur. La vigilance est nécessaire, c'est sûr, mais elle peut être cultivée. Une bonne préparation, comme nous l'avons évoqué, c'est une première étape. Savoir ce que l'on cherche, formuler des questions précises plutôt qu'une attente vague de tout savoir sur l'avenir. Choisir un moment et un lieu calme pour la consultation. Être dans un état d'esprit réceptif, mais pas crédule, c'est important. Pendant l'échange, l'écoute active est importante, mais aussi la capacité à poser des questions, à demander des clarifications si quelque chose semble flou ou trop général. Prendre des notes, ça peut aider à garder une distance critique et à analyser l'échange a posteriori. Et après, l'étape cruciale est l'intégration réfléchie. Qu'est-ce qui résonne vraiment en moi ? Qu'est-ce qui semble pertinent par rapport à ma situation? Il ne s'agit pas d'appliquer aveuglément des conseils, mais de les utiliser comme un éclairage supplémentaire, une perspective différente pour nourrir sa propre réflexion. La voyance, même sérieuse, reste un outil. Le consultant doit rester le maître de ses décisions et de ses actions. Le libre arbitre est fondamental. Je suis entièrement d'accord sur l'importance théorique de la préparation et de l'esprit critique du consultant. Entièrement d'accord. Mais là où je nuance fortement, c'est sur la capacité réelle de maintenir cette posture critique face à des techniques de manipulation parfois très élaborées, surtout. Surtout quand on s'adresse à des personnes en situation de vulnérabilité. Faut pas oublier que beaucoup de gens se tournent vers la voyance, gratuite ou non, dans des moments de doute, de détresse, de solitude ou de grande incertitude. Dans ces états émotionnels, la capacité à analyser froidement un discours, à repérer les généralités flatteuses ou les prédictions anxiogènes calculées, elle est considérablement diminuée.
Faire reposer l'essentiel de la protection sur la seule vigilance de l'individu, ça me semble occulter la nature systémique du problème. Certaines stratégies s'apparentent à de l'abus de faiblesse psychologique, ni plus ni moins. Le love bombing initial, la création d'une dépendance affective ou informationnelle, la pression commerciale déguisée en urgence spirituelle, tout ça relève de tactiques qui exploitent les failles humaines. Peut-on raisonnablement attendre de quelqu'un en pleine crise personnelle qu'il déjoue seul des mécanismes psychologiques aussi puissants et parfois mis en œuvre par des personnes rompues à ces techniques? Pour moi, la responsabilité est partagée et le système lui-même facilite ces dérives. En conclusion, si je devais résumer ma position, je dirais que si les dangers de la voyance gratuite en ligne sont bien réels, et il ne faut absolument pas les sous-estimer, il reste possible, pour un utilisateur informé et critique, d'y trouver une forme d'aide ponctuelle ou une première orientation. La clé réside dans une sélection rigoureuse, basée sur la transparence, la recherche d'avis nuancés et surtout dans la capacité à considérer les informations reçues comme une simple perspective en conservant intact son jugement et son pouvoir de décision. La vigilance et le discernement sont... De mon côté, je conclus en réaffirmant ma position. Le domaine de la voyance gratuite en ligne est par nature un terrain à haut risque. La prévalence des tentatives d'arnaque, la sophistication des techniques de manipulation psychologique et l'extrême difficulté à vérifier la compétence et l'éthique réelle des praticiens m'incitent à la plus grande prudence, voire à un scepticisme de principe. Le gratuit est trop souvent l'hameçon d'une stratégie commerciale agressive qui cible et exploite l'espoir et la fragilité. Dans cet environnement, le scepticisme n'est pas une option, c'est une nécessité pour se protéger. Voilà.